à tous et bon réveil. Merci d'avoir choisi le Morning AI24 News pour vous informer. Ce matin, on est ensemble pour 2 heures d'actualité extrêmement chargée. On démarre tout de suite pour se faire une idée de l'actualité du jour par les grands titres à la une de la presse arabe et israélienne. Cyril, bonjour. Bonjour. On commence par Israël et ses journaux ce matin qui reviennent évidemment sur la victoire de Reuven Rivlin à la présidence de l'État. Ah oui, le sacre de Reuven Rivlin est à la une ce matin de tous vos quotidiens. Roubi, comme le surnomment les intimes, l'a donc emporté hier de 10 petites voix sur son rival centriste Meir Shetrit au terme d'un second tour à la Knesset au Parlement israélien. C'est donc cet ancien député du Likoud que Shimon Peres remettra le 24 juillet prochain les clés de la résidence présidentielle à Jérusalem. Après avoir baisé le front de son épouse Nechama, vous le voyez ici en une du Yediot, Reuven Rivlin s'en est allé remercier le Tout-Puissant au mur des lamentations. Le grand jour de Rivlin, selon le Yediot, alors que le quotidien proche du pouvoir Israël Hayom revient, lui, sur les moments forts de sa carrière politique en noir et blanc. Vous le voyez, la photo du jeune député et sa regrettée tignasse en une carrière qui le conduira notamment au ministre des Télécommunications et à une double présidence du Parlement israélien. Pour le quotidien gratuit, Israël Hayom, la victoire de Rivlin, c'est un coup dur pour le clan des corrompus, un monsieur propre qui a réussi avec brio l'ascension du tas d'ordures nauséabond que fut la campagne présidentielle. Une caricature donc que vous pourrez savourer ce matin dans les colonnes du Israël Hayom, une caricature signée Shlomo Cohen. Et puis nos confrères du journal de gauche Haaretz ont ce matin des sentiments partagés sur l'élection du 10e président de l'État d'Israël. Rivlin nous dit le Haaretz est un personnage complexe, car si c'est indéniablement un ardent défenseur du Grand Israël, opposé à toute concession territoriale, Rivlin n'en est pas moins un fervent démocrate, souligne le journal. Une dualité qui pourrait par exemple le conduire, durant sa présidence, à pèleriner sur le caveau des patriarches à Hebron, en plein cœur de l'implantation juive de Cisjordanie, mais également à aller se recueillir à la mémoire des 47 victimes arabes israéliennes du massacre de Kfar Qassem. Et puis plus prosaïque enfin, le quotidien à grand tirage Yediot Ahronot se demande si le tofu va faire son apparition au menu du palais présidentiel. Et oui, comme vous le savez, le nouveau président de l'État d'Israël est un président végétarien. Allez, on va reparler de cette élection dans un instant avec notre invité Daniel Ben-Simon. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Pour l'heure, direction l'Irak. Cyril, les journaux arabes titrent ce matin sur l'avancée des djihadistes dans la province de Ninive, après la province de Mossoul hier. Oui, on s'inquiète avec ce matin, avec le journal Pan-Arabe, Sharq al-Awsat, de la chute de Mossoul, deuxième plus grande ville irakienne, aux mains des indignés djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant. Le Daesh en arabe, un coup dur donc pour les autorités irakiennes qui ont vu aussi d'autres secteurs de Kirkouk et de Salah ad-Din basculer dans le giron des islamistes. Sur cette image du quotidien, vous le voyez, on découvre des familles de Mossoul ayant pris le chemin de l'exode vers la région du Kurdistan. L'inquiétude, elle est également ce matin la une d'un autre journal panarabe, le Al-Quds Al-Arabi, qui annonce que le Premier ministre irakien a demandé l'intervention des États-Unis. Et dans un discours retransmis en direct à la télé irakienne, le Premier ministre, donc Nouri al-Maliki, a demandé au Parlement de déclarer l'état d'urgence et il envisage même, Maliki, d'armer les citoyens pour qu'ils puissent se défendre eux-mêmes face aux barbares de l'État islamique en Irak et au Levant. Voilà, Leïl, on y reviendra également dans cette édition. Allez, on termine avec un édito. Il est signé par un journaliste libanais qui regrette la démission de cet universitaire palestinien, on en avait parlé ici, qui s'était rendu avec ses étudiants à Auschwitz. Et oui, les brigades de l'ignorance et de la stupidité arabe auront-elles remporté une nouvelle victoire? C'est la question que se pose ce matin Hussein Aibish dans les colonnes du site d'information libanais Now, l'éditorialiste qui revient sur la démission de Mohamed Dajani de l'université Al-Quds, l'université qui n'a visiblement pas résisté aux menaces et aux pressions après avoir eu la mauvaise idée d'emmener ses étudiants visiter le camp d'extermination d'Auschwitz en Pologne. Il a été salué en Israël, Dajani, en Occident également, mais il a été vivement condamné par les siens qui ont même été jusqu'à le qualifier de traître au sein de l'université. Le monde arabe est à un tournant, écrit le journaliste. S'il persiste dans sa stupidité, son ignorance et sa surdité au monde extérieur, eh bien il sera tout simplement incapable de prendre part à la mondialisation. Mais si les bastions de l'intelligence et de la connaissance qu'incarne Dajani et tant d'autres grands noms du monde arabe réussissent à soustraire nos sociétés arabes au fondamentalisme, eh bien on peut parier sur un avenir meilleur pour le Proche-Orient tout entier. Merci beaucoup Cyril, restez avec nous.
Mercredi 11 juin, vous êtes sur Actu 24 News. Bon réveil, voici les grands titres de l'actualité. Le scénario catastrophe en Irak se poursuit après la chute de Mossoul, deuxième ville du pays, tombée aux mains des djihadistes. L'offensive sans précédent de l'Eil s'étend. Ce sont désormais 6 secteurs de la province pétrolière de Kirkouk et 2 de la province de Salaheddine qui ont basculé dans le giron des islamistes. Au Nigeria, nouvel enlèvement massif de jeunes femmes. Boko Haram continue donc de sévir. Elle serait au moins 20 adolescentes enlevées samedi dans le nord-est du pays. Israël, un nouveau président, retenez son nom, il s'appelle Reuven Rivlin, âgé de 75 ans. Il a été élu hier par une majorité de députés. Il doit prendre ses fonctions fin juillet. Au Brésil, la Coupe du Monde démarre demain et le monde se prépare sur ces images. Vous voyez cette montgolfière sur Melbourne et puis cet obélisque de Buenos Aires illuminé aux couleurs du Brésil. Le coup d'envoi, ce sera donc demain. Reuven Rivlin, c'est le nom à retenir ce matin. C'est donc le 10e président de l'État d'Israël. Il est âgé de 75 ans, on l'a dit, il est végétarien. Supporter du Beitar Jérusalem, il est aussi connu pour ses positions très à droite. On en parle dans un instant, mais avant cela, son portrait signé Mathias Inbar et Maxime Perez. Le doyen politique de ces élections présidentielles, Reuven Rivlin, s'est rapidement taillé un costume de favori du scrutin. L'ancien président de la Knesset est issu du camp de l'actuelle majorité parlementaire, le Likoud. Né en 1939 à Jérusalem, il montre un attachement particulier à la ville au cours de sa carrière, tant dans le civil que dans l'arène politique. En 1988, Reuven Rivlin entre à la Knesset. Réélu une seconde fois en 1996, il n'a depuis plus quitté son siège au Parlement israélien. Après les élections de 2003, Rivlin est élu une première fois président de la Knesset. Opposé en 2005 au désengagement de la bande de Gaza, il décide de ne pas rejoindre le camp des rebelles contre le Premier ministre de l'époque, Ariel Sharon. Quatrième sur la liste du Likoud aux élections de 2009, il est réélu à l'unanimité président de la Knesset, et ce jusqu'en 2013. Rivlin aura dû attendre les derniers instants de cette campagne pour obtenir le soutien officiel de Benjamin Netanyahou. Les relations entre les deux hommes sont tendues, Rivlin ayant à plusieurs reprises critiqué le gouvernement qu'il accuse de chercher à contourner le pouvoir législatif et à limiter les pouvoirs de la Knesset. Daniel Bel-Simon, bonjour. Bonjour, Barbara. Alors, vous êtes journaliste, ancien député, travailliste. Quel président sera Reuven Rivlin ? D'abord un mot sur ce monsieur. Si les travailleurs de la Knesset, 500 personnes, devaient voter, il serait élu à l'unanimité. Pourquoi ? Parce que c'est un homme qui touche les gens. J'ai perdu mes élections, il était le premier à m'appeler pour me dire « je suis tellement désolé de ne pas te voir ». Il fait ça avec tout le monde et on n'oublie pas, dans des moments difficiles, il est le monsieur qui touche les gens. Et il a été élu au dernier moment hier, parce qu'il était perdant. Une demi-heure avant, le deuxième vote, il était perdant. Alors, au premier tour, il était sûr qu'il n'allait pas passer le deuxième. Hein ? Entre le premier et le deuxième tour, il allait presque quitter. Ouais. Il se préparait, il pensait, il a versé des larmes, il pensait que c'était fini. Et c'est ces moments de détresse, de tristesse, qui ont touché les députés, qui ont bien sûr un cœur de pierre. Ouais. Mais il y a des moments où aussi, il montre un certain moment humain, et il a été voté parce qu'il a ce côté, c'est un comique, mais c'est un monsieur sérieux. C'est un homme complexe avec tellement de qualités d'ici et de là. Et c'est l'homme le plus dur à la Knesset en ce qui concerne le grand Israël, mais c'est l'ami le plus proche des Arabes. Les Arabes, Hanin Zobi, qui était tellement attaqué par les députés ces dernières années, c'était le monsieur qui l'a protégé. Et quand on parlait du mal d'elle et quand on l'attaquait, il disait aux députés « Faites attention, alors ce monsieur va devenir président du peuple ». On a eu des présidents ils avaient une certaine arrogance. Ils étaient au-dessus du peuple. Ce monsieur, des fois... Est-ce qu'on peut s'attendre à une popularité de Reuven Rivlin parce qu'il est simple, parce qu'il est proche du peuple ? Oui, je dois avouer, là, le côté génial de sa personnalité, c'est sa simplicité. Ce qu'on ne peut pas dire sur monsieur Netanyahou. Et c'est là le drame de cette élection, c'est entre l'arrogance et la simplicité. Et la simplicité a gagné.
les deux vont se rencontrer. La sincérité aussi. Bien sûr. Je voudrais qu'on bien sûr. revienne un instant, Daniel, sur cette journée d'hier. On a vu un Reuven Rivlin très ému. Vous l'avez dit, il était sûr d'être perdant. Et puis il l'emporte un discours avec des sanglots dans la gorge. Il a les larmes aux yeux. Après, il s'en va dans les rues de Jérusalem. Il fait des photos avec tout le monde sur son passage. C'est un homme sincère. Est-ce que vous avez vu Shimon Peres pleurer? Non, j'ai pas vu aussi. Est-ce que vous avez vu Ezer Weizmann? Ce monsieur n'arrête pas de pleurer. On le voit sur ces images. Ici, il pleure, ici, voilà. Il est très ému, Reuven Il Rivlin. n'arrête pas de pleurer et ça touche les gens, des fois pour la bonne raison, des fois pour la mauvaise, mais il est là, il a toujours des larmes aux yeux. Et ça touche les gens, et surtout dans la politique, cette politique qui est vraiment des fois sans pitié, il y a ces moments d'humanité, d'un monsieur qui veut être élu, qui veut devenir le président du peuple. Et hier, on lui a donné ce cadeau, et parce qu'il est moins politicien que monsieur Chetrit, qui est beaucoup plus calculé, ils ont donné ça à un monsieur qui est 100% des sentiments et de l'émotion. Alors, vous dites un homme du peuple, il le dit lui-même dans son discours d'investiture, je ne suis plus l'homme d'un parti, je suis l'homme de tous, l'homme du peuple. Est-ce qu'il va tenir parole? Oui, il va tenir parole. Il a ce côté-là, ce sens de démocratie qu'avait Menachem Begin, les anciens du Hetzel, du Lehi et du Bétar, ce côté de Jabotinsky, cette façon de voir, cette égalité, n'importe quelle idéologie vous avez, mais au moins on vous considère comme un être humain, il a ce côté. Un mot de son idéologie, vous évoquez Jabotinsky, il en est l'héritier, il s'est prononcé plusieurs fois pour un État binational, il ne croit pas en la création d'un État palestinien, il va maintenir ces idées-là à la présidence. Est-ce que M. Netanyahou croit à un État palestinien? On vit avec lui depuis des années en tant que Premier ministre. C'est-à-dire qu'on est dans une, si vous voulez, dans une scène politique où le Grand Israël est l'idée qui domine. C'est-à-dire que ce n'est pas... C'est une victoire du camp du Grand Israël, cette victoire de Rivlin? Oui, aussi. Il faut aussi, c'est un homme de droite. Meir Chetrit, s'il avait été élu, ce aurait été le début de la fin de cette coalition, on le savait. Il avait des idées très claires de gauche. Et là, cette victoire de Rivlin qui a été votée par M. Feiglin, par Elkin, c'est des gens de l'extrême droite. C'est-à-dire que c'est ça, la gauche et la droite ont voté pour ce monsieur. À côté, à sa gauche, était assis Sheli Yachimovitch. À côté était Elkin, Zev Elkin, le chef de la coalition. C'est-à-dire que ça montre la complexité de ce monsieur. Il peut s'arranger avec l'extrême droite et avec la gauche. Et c'est ça, Reuven Rivlin. Ça montre que dans les disparités, dans les différences qu'il y a d'opinion qu'il y a en Israël, il est le monsieur qui peut vraiment rallier. Mais est-ce qu'Israël n'a pas besoin à sa tête comme président une sorte de Shimon Peres, une colombe pour l'image dans le monde? Est-ce qu'il n'est pas censé être le diplomate numéro 1 du pays? Alors, Barbara, il faut dire au revoir et adieu à l'image. C'est fini. C'est-à-dire que c'est vrai que M. Peres était l'image d'Israël, mais il y avait des gens qui disaient que cette image ne reflétait pas le caractère réel d'Israël. M. Rivlin reflète. Parce qu'il est issu du même parti que le Premier ministre? Non, parce qu'il a cette personnalité qui parle à tous les Israéliens. M. Peres venait du camp de Ben Gurion, de créateur de l'État. C'est fini, l'image est finie, le pape n'invitera pas aussi vite Reuven Rivlin, le président américain. M. Peres est unique dans ce département d'image, il s'en va dans un mois et ce serait un autre Israël. Alors parlons politique politicienne. Est-ce que Daniel Ben-Simon, ça vous a gêné aussi hier pendant toute cette journée électorale? À quel point le Premier ministre n'a pas regardé dans les yeux Reuven Rivlin? Barbara, c'est aussi le visage d'Israël. Ici, on ne pardonne pas. Quand on vote, M. Rivlin, pendant 4 ans, quand j'étais à la Knesset, était en bataille constante avec M. Netanyahou sur qu'est-ce que c'est que le président de la Knesset? Est-ce qu'il représente la Knesset ou il représente le peuple? M. Rivlin représentait les Arabes aussi. Il était contre la législation qu'on appelait raciste de l'extrême droite, et M. Netanyahou était fou de rage, y compris M. Lieberman. Et là, il s'est mis en face. C'est pour ça qu'il a perdu son poste en président de la Knesset, parce qu'il avait ce côté de la démocratie, et M. Netanyahou avait le côté politique, d'avancer le grand Israël. Alors Rivlin était pour le grand Israël, mais ne touchez pas les Arabes, ne touchez pas les Palestiniens, regardez le côté humain. Alors il s'embrassera avec Abou Mazen. Je vous dis avec toute sincérité, il le recevra, il lui dira, et ce sera le grand honneur. Mais idéologiquement, c'est le grand Israël. Alors c'est ça la complexité de ce monsieur. Mais rappelons quand même les faits. Benjamin Netanyahou, pour des raisons personnelles, n'a pas voulu soutenir le candidat de son propre parti. Il l'a fait au dernier moment, à demi-mot. Il a voulu même annuler la fonction présidentielle. Ce n'est pas un côté sale qu'a montré Benjamin Netanyahou de sa politique ou de son propre parti? Barbara, il est 8h15, 8h20 ce matin. Je ne veux pas être aussi méchant que vous. Je dirais que ça montre les qualités du Premier ministre israélien. Ce côté de ne pas soutenir le candidat de son propre parti?
partie, c'est une belle qualité. C'est sa personnalité. C'est un homme qui prend sa vengeance contre des gens qui ne pensent pas comme lui. Il n'a pas montré son côté de grande qualité, je vous dis, en ce qui concerne la présidentielle. M. Netanyahou s'est montré comme un politicien, un petit politicien. Et c'est très dommage. Un petit politicien. Oui, c'est ce que je dis. C'est la chose la plus méchante que je puisse dire ce matin. Merci beaucoup, Daniel Ben-Simon, d'avoir été avec nous ce matin. À suivre, on reparle de la situation en Irak. Le scénario noir se poursuit et s'étend même après la chute de Mossoul. D'autres provinces pourraient tomber dans les mains des djihadistes. On essaye de comprendre ce qui se joue sur le terrain en Irak après un nouveau journal. Le scénario catastrophe en Irak se poursuit après la chute de Mossoul, deuxième ville du pays tombée aux mains des djihadistes. Eh bien, cette offensive sans précédent de l'Aïl s'étend ce matin également à d'autres provinces du pays. On parle de Kirkouk et de Salaheddine qui risquent de basculer elles aussi dans le giron des islamistes. Le rappel des faits en images. C'est un nouvel échec pour les autorités irakiennes. Les insurgés du groupe djihadiste de l'État islamique en Irak et au Levant auraient pris la ville de Mossoul ce mardi. Un coup dur car ce bastion sunnite à 350 km de Bagdad est la deuxième ville la plus importante du pays. Dans la nuit, des centaines d'hommes armés ont lancé l'assaut contre la police, prenant le contrôle du siège du gouverneur, des prisons et de la télévision avant la chute totale de la ville. La présence de ces groupes terroristes à Ninive, la deuxième plus grande région irakienne, n'est pas seulement une menace pour la sécurité et l'unité de l'Irak, mais elle menace également l'ensemble du Moyen-Orient et les pays voisins. La résistance des forces irakiennes a donc été vaine et démontre l'inefficacité de la police, incapable d'arrêter la progression des islamistes. Largement présents dans l'est à la frontière syrienne, ils avaient déjà pris la ville de Falloujah à l'ouest de Bagdad en janvier dernier. Aidé par des groupes hostiles au gouvernement, le ILL jouit d'un certain soutien dans les milieux sunnites en Irak qui se sentent mis à l'écart du pouvoir central largement dominé par les chiites. Entre une vie politique instable et des violences répétées, la situation semble plus incertaine que jamais, alors que l'influence des islamistes se fait de plus en plus prégnante. Le Premier ministre vient d'ailleurs de demander au Parlement de voter l'état d'urgence, et ce n'est pas tout. Le gouvernement a mis en place une cellule de crise pour suivre le processus d'équipement et d'armement de la population. Depuis le début de l'année, plus de 4600 personnes ont trouvé la mort dans des affrontements dans le pays. Bonjour Jacques Neria, consultant i24 News, est spécialiste du Moyen-Orient. Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que le pays pourrait tomber entièrement dans les mains des djihadistes ? Entièrement non, mais certainement une grande partie du pays. Là, de toute façon, il y a une continuité territoriale qui a été établie par l'État islamique d'Irak et du Levant, entre Falloujah au nord de Bagdad jusqu'aux frontières turco-syrienne, donc en passant par Mossoul, à Raqqa et même jusqu'à Alep et Idlib. Il y a ici, je dirais, une continuité territoriale qui risque, je dirais, d'être un déstabilisant d'une envergure, je dirais, colossale. Est-ce que l'armée irakienne a les moyens de faire quelque chose? Les soldats ont fui plus ou moins la province de Mossoul quand les conflits ont commencé. Écoutez, c'est assez étonnant parce que Mossoul, ce n'est pas une petite bourgade, ce n'est pas un petit village, c'est une ville de 1,5 million d'habitants. Donc il a fallu une quantité, je dirais, des forces énormes de la part des djihadistes pour conquérir la ville. Le fait est sans doute que le moral des soldats a été au plus bas puisque ces combats durent déjà depuis un certain temps, ce qui fait que ils se sont retirés activement, et je dirais d'une retraite avec je dirais, ils étaient littéralement battus. L'armée irakienne, il ne faut pas oublier, est une armée énorme qui a combattu l'Iran pendant plus de 8 ans et qui a des capacités opérationnelles énormes.
Le problème est le suivant est de savoir les diriger, de savoir les organiser. Et depuis, je dirais, le fait de la chute de Saddam Hussein, l'armée irakienne ne s'est pas, je dirais, réformée complètement et ne s'est pas rétablie. Alors, Jacques, cette fronde vise Maliki, le pouvoir en place, qui symbolise l'allié des Américains. Est-ce que le pays reste d'une part traumatisé par l'invasion américaine? Et puis, est-ce qu'on pourrait imaginer que Washington s'en mêle à nouveau? C'est en tout cas ce que Maliki a exigé. Écoutez, les Américains n'ont pas le choix. L'Irak aujourd'hui déjà est aux mains, je dirais, est sous l'influence iranienne. Ce qui va se passer, les Iraniens ne peuvent pas se permettre d'avoir un régime, je dirais, anti-iranien aujourd'hui à Bagdad, ou un régime qui est divisé, un Irak divisé. Il faudra que l'Iran intervienne. Est-ce que nous allons voir et assister de nouveau à un Hezbollah irakien, ou est-ce que nous allons voir des Bassidj venir combattre aux côtés des Irakiens? C'est une possibilité qu'il ne faut pas éloigner. Les États-Unis ont tout intérêt à agir rapidement pour pouvoir rétablir la situation et rétablir le contrôle du régime dans les régions perdues aux djihadistes, ce qui n'est pas une partie facile. Et naturellement, la grande question sera aussi que feront les Kurdes. Les Kurdes sont des voisins des djihadistes dans le nord de l'Irak et dans le nord de la Syrie. Vu la situation et le fait que les djihadistes ont pris le contrôle de ces régions-là, les Kurdes auraient tendance à se déclarer indépendants totalement de là, naturellement, à diviser complètement l'Irak en trois. Le nord kurde, le centre qui serait une partie aux mains des djihadistes, une partie aux mains des sunnites, et le sud qui est aujourd'hui complètement aux mains des chiites. Merci beaucoup, Jacques Neria, d'avoir été avec nous ce matin. Bonjour, Boaz Bismuth. Bonjour. Journaliste au Israël Hayom, spécialiste des questions internationales. Comment vous expliquez que ce pays soit à ce point déchiré? Je voudrais peut-être 4 réactions, si vous pouvez être court, sur ce que Jacques vient de dire à l'instant. Iran, intervention américaine, Saddam Hussein et l'Irak en tant qu'État arabe. Alors on commence bien sûr par l'Iran. Influence iranienne, il y avait toujours, il ne faut pas oublier, l'influence religieuse. Aujourd'hui, l'influence, elle est politique, d'où le danger. Intervention américaine, j'ai couvert cette guerre, donc je me rappelle très très bien qu'à l'hôtel Palestine, où il y avait tous les journalistes, déjà à l'époque, pendant l'intervention, quand on s'est débarrassé de ce méchant loup qui était Saddam Hussein, déjà on entendait des critiques. Alors il est évident que maintenant, plus on s'éloigne de la guerre et plus les Américains, le temps que les Américains soient partis, la critique, elle est de plus en plus grande et justement on voit les effets néfastes de cette guerre du point de vue irakien. La troisième chose qui est très importante, bien sûr, c'est Saddam Hussein. Il y a aujourd'hui des nostalgiques de Saddam Hussein parce qu'on voit aujourd'hui à quel point il est très très dur de contrôler, de préserver cet État, surtout un État qui a un problème d'institution et surtout dans lequel la moitié de la population ne respecte pas une autorité, quelle qu'elle soit. La dernière, c'est bien sûr la notion d'État arabe. On voit très bien avec cette printemps arabe, la crise qu'on avait vue, on voit les démocraties, on voit carrément la notion d'État qui s'effondre. Ce sont les villes ou les castes ou les familles qui prennent de l'ampleur ou les tribus. Et là, en Irak, c'est d'autant plus important. Aller à Tikrit ou aller à Mossoul, c'est deux pays complètement différents. Dernière chose pour Mossoul, c'est un peu dommage pour les touristes, c'est le pays peut-être du citron dans le monde arabe, le petit citron que vous mettez dans le thé. Il est fort possible que ce citron a un goût très très amer aujourd'hui. C'est sûr qu'il a un goût amer ce matin. Restez avec nous, Boaz. On parle de la Coupe du Monde, J-1, coup d'envoi demain. Bon, alors ça... Alors, J-1, on l'a dit, la tension sociale dans le pays est à son comble. Est-ce qu'à votre avis, on doit s'attendre à un chaos pendant ce mondial ? Alors, il est fort possible. Il y a deux possibilités. Vous savez, déjà, mettons les choses en proportion. À la veille de chaque Coupe du Monde et chaque Jeux Olympiques, comme les journalistes doivent écrire sur quelque chose, donc on parle de quoi? On parle de, soit à Sochi par exemple, on n'a pas prêt, on a dépensé trop d'argent, ça va être un échec, et puis à la fin c'est un gros succès. C'était exactement pareil à Beijing et en Grèce et à Londres, c'est toujours le cas. Puis dès que ça commence, on dit bravo. Là, il faut savoir une chose, c'est le grand test si vous voulez, dans un monde qui change. Le monde est en train de changer finalement. Et voilà un pays émergent, un pays qui fait partie des pays du BRIC, donc Brésil, Inde, Chine et bien sûr la Russie aussi. Donc ce monde-là qui est émergent, donc c'est une nouvelle puissance. On a le Brésil qui décide bien sûr d'avoir cette Coupe du Monde. Mais le Brésil est un pays dans lequel on trouve une contradiction. Dans un sens, aujourd'hui, on va dire que le citoyen vit beaucoup mieux qu'avant, mais il y a plus de violence et beaucoup plus de manifestations. Un peu, si vous, comme vous voulez, un petit peu, on a parlé du monde arabe, la Tunisie à l'époque, le pays dans lequel il y avait une classe moyenne où ça commençait. Que réclament les Brésiliens? Ils parlent de quoi? D'éducation, transport, de pauvreté de manière générale? De pauvreté. Alors, la pauvreté, elle existe, la violence aussi. Il faut savoir une chose, c'est, comment on va dire, les priorités. Comme on parle exactement en Europe. Vous savez, la Coupe du Monde, c'est pas gratuit. Il faut investir de l'argent. Le gouvernement brésilien investit 12 milliards d'euros. C'est énorme pour un Brésilien. Certains disent même. Alors,
il y a 10 ans, 15 ans, dans le vieux monde dans lequel moi je suis né, bien sûr, la Coupe du Monde, le ballon était beaucoup plus important que le billet d'argent. On vit aujourd'hui dans un monde dans lequel aujourd'hui, même au Brésil, où le football est une religion, on voit que par exemple, pour l'ouvrier, pour l'employé, faisant plaisir à Besançon ce matin, pour lui, c'est beaucoup plus important que le ballon. Et certains, carrément, marchent à Rio de Janeiro, à Sao Paulo, Rio de Janeiro, avec des t-shirts mort à la Coupe du Monde, on ne veut pas de football. Inconcevable il y a 10 ans à peine. Mais moi je pense que le jour, ça c'est un peu l'expérience qui parle, on a déjà vu depuis 1974, où on a pleuré avec Johan Cruyff lorsqu'il a perdu à l'Allemagne de l'Ouest à l'époque. Je pense que le lendemain du coup d'envoi, vous allez voir que finalement on va oublier bien sûr le prix du métro, on va oublier les prix de la Volkswagen à Brasilia, et on va penser évidemment à un des joueurs. Ça va dépendre aussi de la victoire peut-être de la Seleção. Si le Brésil gagne, est-ce que la grande sociale va se calmer? C'est lié les deux? Évidemment que c'est lié, parce que vous avez besoin, bien sûr, pour qu'une Coupe du Monde réussisse, il faut que le pays organisateur aille le plus loin possible, comme c'était au Mexique en 86. Souvenez-vous, il y a 4 ans, on était tous contents d'être africains, c'était l'Afrique du Sud, sauf que l'Afrique du Sud avait tout bien organisé, sauf l'entraînement de son équipe, qui est parti très vite. Demain, on sera tous brésiliens? Vous allez être très très brésilien. Moi, je suis nostalgique de 74 et je suis cohérent. Nostalgique de 74, donc je veux que les Pays-Bas enfin gagnent une Coupe du Monde après 3 défaites en finale. Vous savez que chaque Israélien est un petit peu hollandais, guerre de Kippour, nostalgique comme on n'a pas d'équipe. Mais comme je suis un fou, et tout le monde le sait aujourd'hui, d'une équipe qui s'appelle Liverpool, dès qu'il y a un joueur de Liverpool dans n'importe quelle équipe, y compris l'Arabie Saoudite, je suis pour cette équipe. Et vous, Cyril? C'est le Brésil qui fait toujours rêver, évidemment. La technique. Restez avec nous tous les deux, merci. Évidemment. Allez, on parle ce matin également du processus de paix israélo-palestinien. Vous le savez, il a été suspendu il y a 2 mois. Les classes politiques, d'un côté comme de l'autre, n'ont pas réussi à s'entendre sur le fond des dossiers. Une question qu'on se pose ce matin, on s'appuie sur 2 nouveaux sondages. Qu'en pensent les Israéliens? Cyril, vous nous en dites plus. Oui, vous vous en souvenez, Barbara, on en a beaucoup parlé sur cette antenne, Boaz également. C'était la conférence d'Herzliya sur la sécurité d'Israël il y a quelques jours. L'occasion pour les dirigeants israéliens de s'exprimer sur les solutions apportées au blocage du processus de paix. Alors chacun il a son plan diplomatique, son plan d'annexion, l'annexion des zones C par exemple de Cisjordanie pour le ministre Naftali Bennett de l'économie, le chef de file de la droite religieuse nationaliste qui propose d'annexer certaines parties de la Cisjordanie de manière unilatérale. Yair Lapid qui lui est foncièrement opposé, qui propose un retrait partiel unilatéral de Cisjordanie, et il se murmure même, Barbara, que le Premier ministre en personne envisagerait également des mesures unilatérales, tout ce pour préserver le caractère juif de l'État d'Israël. Voilà pour les dirigeants. Qu'est-ce qu'en pensent les Israéliens? Donc c'est la question leur a été posée dans le cadre d'un récent sondage, le sondage de l'indice pour la paix, le Peace Index, qui est publié chaque mois par l'IDI, l'Institut pour la démocratie israélienne, mais également par l'Université de Tel Aviv. Et l'enquête fait apparaître très clairement que les Israéliens sont divisés sur l'annexion de la Cisjordanie, qu'ils sont majoritairement contre un retrait unilatéral de Cisjordanie. Alors voyons ensemble d'abord ce que pensent les Israéliens d'une possible annexion d'une partie de la Cisjordanie. Cette question leur a été posée de la manière suivante. Dans quelle mesure adhérez-vous à l'assertion suivante? Compte tenu de l'échec des négociations, Israël devrait-il selon vous annexer les régions de Cisjordanie qu'il considère importantes pour sa sécurité et son implantation? Alors les Juifs israéliens, qu'en pensent-ils? Eh bien, ils y sont opposés pour la plupart d'entre eux. 49%, ils sont divisés sur cette question, puisque 49% des Juifs israéliens s'opposent donc à l'annexion de la Cisjordanie, contre 42% qui sont favorables et 8% sans opinion. Et les Arabes israéliens, eux, qu'en pensent-ils? Eh bien, ils y sont majoritairement opposés également, 72% de contre seulement 17% de oui et 10% sans opinion. L'annexion, Barbara, c'est clairement une idée de droite, vous allez le voir, puisque parmi les Juifs israéliens qui y sont favorables, eh bien 55% des personnes interrogées se disent appartenir à la droite israélienne, 12% à la gauche israélienne, et là une petite erreur qui s'est glissée dans le sondage, c'est pas grave, mais 33% sont du centre, donc une idée de droite, centre-droite, donc qui est soutenue par les personnes qui ont été interrogées dans le cadre de ce sondage. Pour ce qui est du retrait unilatéral, on a des chiffres qui sont tout autres. Vous allez le voir, une majorité de Juifs israéliens s'opposent à un retrait unilatéral. Peut-être est-ce les conséquences du retrait unilatéral de la bande de Gaza, qui a vu des missiles
qui ont vu des missiles s'abattre sur Tel Aviv après coup. Alors la question leur a été posée, Israël devrait-il effectuer des larges retraits unilatéraux en Cisjordanie afin de réduire autant que possible le contrôle de la population palestinienne et éviter ainsi une réalité binationale, donc Israël qui perdrait son caractère juif? Eh bien les juifs israéliennes disent non à ces retraits unilatéraux pour 60%, alors que chez les Arabes israéliens, vous allez voir, la tendance est inversée, si on peut voir les chiffres. Donc pour les Arabes israéliens, voilà, non, donc 20% d'Arabes israéliens qui sont contre un retrait unilatéral, contre près de 70% qui y sont favorables. Et puis enfin, pour terminer, ces données qui me paraissent toujours très très paradoxales et qui font apparaître une situation un petit peu schizophrénique chez les Israéliens. Une majorité d'Israéliens, juifs et arabes confondus, sont favorables aux négociations entre Israël et l'autorité palestinienne. Vous voyez, 55% de juifs israéliens, 65% d'Arabes israéliens, mais quand on leur pose la question de savoir s'ils croient vraiment que les pourparlers ont des chances d'aboutir, de déboucher sur un accord de paix dans les années à venir, et là, ils sont plus pessimistes. Vous allez voir les chiffres, seulement 30% de juifs israéliens qui sont optimistes et qui pensent que les pourparlers entre Israéliens et Palestiniens, s'ils reprenaient, aboutiraient sur un accord de paix, et 52% d'Arabes israéliens qui croient qu'à moitié, disons. Donc voilà, c'est une situation très, très paradoxale. On est pour les pourparlers, mais on est quasiment sûr qu'ils n'aboutiront jamais. Pour finir, en 30 secondes, les Israéliens n'y croient plus à cette paix. En 30 secondes, je vais juste dire une chose. Concernant l'annexion, ça prouve à quel point Israël, quand même, la société de droite aujourd'hui, elle est forte. Sur le côté retrait unilatéral, on voit à quel point l'échec de 2005 est là dans les esprits. La troisième chose, sur les 55% qui sont optimistes du côté, 30% pardon, optimistes du côté juif israélien et 52% du côté arabe israélien, eh ben, ils ont dû boire hier soir beaucoup. Merci beaucoup, Boaz. Merci, Cyril. À suivre, en Syrie, Bachar al-Assad, fort de sa réélection, tente d'amorcer un virage de normalisation de son pays après 3 ans de guerre. Analyse après un nouveau journal. On prend la direction de la Syrie à présent où Bachar al-Assad, fort de sa réélection, tente d'amorcer un virage de normalisation 3 ans après le début de la guerre dans son pays. Et ce, après avoir décrété en début de semaine l'amnistie générale dans son pays. Il veut désormais relancer le tourisme. C'est ainsi que des groupes de touristes aux allures de cobayes ont pu être rencontrés dans la région de Damas en ce moment. Reportage signé Julia Ganancia. Comme si de rien n'était, des touristes visitent la ville historique de Sednaya dans l'ouest de Damas. Objectif du gouvernement, convaincre les visiteurs qu'il est sécurisé de se rendre dans ce pays déchiré par une guerre civile depuis 3 ans. Dans le couvent Sednaya, Mère Paraskevi accueille les visiteurs. Vous êtes les bienvenus pour cette visite. Nous avons eu peur de manquer de visiteurs. Nous espérons que vous ne nous manquerez pas une visite de la Vierge Marie. Nous espérons vous voir à nouveau. La Syrie abrite 6 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Certains sont des lieux majeurs de l'insurrection contre Bachar al-Assad. Mais les pillages et les bombardements ont détruit de nombreux trésors archéologiques datant des empires byzantins et ottomans. C'est le premier voyage en Syrie organisé dans le monde du tourisme. Nous avons apprécié être parmi les premiers à prendre part à ces excursions. Notre pays nous a manqué, chaque pierre et chaque église et chaque monument, les gens nous ont manqué. Depuis que la guerre a éclaté en 2011, le tourisme s'est effondré en Syrie. Selon le ministère du Tourisme syrien, cette industrie représentait 14% de l'économie nationale avant la guerre. Et nous sommes en ligne avec Christian Mallard, consultant i24 News. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Barbara. Vous êtes grand spécialiste des questions internationales. Vous avez rencontré personnellement Bachar al-Assad. Un mot de ce qu'on vient de voir. D'abord, ces touristes qui réapparaissent dans les rues de Damas, c'est un semblant de normalité. C'est ce que souhaitent les Syriens. C'est ce que souhaite également Bachar al-Assad, un retour à la normale? Oui, tout à fait. Vous avez raison, c'est la bonne expression, c'est un semblant de normalité. Ça paraît un peu surréaliste quand on sait quand même que ce pouvoir
ne contrôle que 40% du territoire et que le reste est aux mains des djihadistes, des islamistes et autres salafistes. Donc c'est vrai qu'il y a une volonté chez Bachar el-Assad aujourd'hui de normaliser. Il a été réélu, il va prêter serment le 16 juillet prochain. Et puis il est fort quand même du soutien qui est là, inébranlable, à la fois de l'Iran et de la Russie, qui sont là, derrière lui, donc ça il le sent très très bien. Et puis il sent aussi qu'en face de lui, les opposants de l'extérieur sont quand même très divisés. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je lisais il n'y a pas très longtemps, une déclaration du ministre syrien des Affaires étrangères, Walid Mualem, qui disait que la France restait l'ennemi numéro un dans la mesure où elle soutient encore aujourd'hui et qu'elle refuse de reconnaître la légitimité de Bachar el-Assad qui vient d'être réélu dans une élection mascarade, il faut bien le dire. Aujourd'hui, eh bien, les Français apparaissent comme les empêcheurs de tourner en rond avec les Américains, bien entendu, dans la mesure où ils soutiennent une partie d'une opposition qui ne paraît pas crédible, il faut dire, de l'extérieur. Et je crois qu'aujourd'hui, en effet, Bachar el-Assad considère que pour les Occidentaux, c'est un vœu pieux de vouloir le renverser, que le renversement du régime n'est pas à l'ordre du jour. Donc, il se sent de plus en plus fort. Maintenant, tout n'est pas simple à l'intérieur. Il lui faut reconquérir la ville d'Alep, à laquelle il tient énormément. Et puis quand on voit ce qui se passe à la frontière avec la Syrie, en Irak, avec l'État islamique en Irak et au Levant, on voit bien que la situation est loin d'être stabilisée et qu'il peut toujours y avoir des surprises, même qui se répandent à l'intérieur de la Syrie. Alors tout de même, on a quand même l'impression qu'il est en train d'amorcer un virage, Bachar el-Assad. Parlons de cette amnistie générale. Des prisonniers ont commencé à être libérés hier des geôles syriennes. Si cette amnistie aboutit, ce sera des dizaines de milliers de prisonniers libérés. C'est la plus grande qu'ait connue le pays jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? Écoutez, de toute façon, il veut montrer qu'il peut infléchir sa position, que ça peut être un homme d'ouverture, un homme de négociation. D'ailleurs, il y a quand même deux phénomènes qu'il faut relever aujourd'hui en Syrie. C'est qu'il y a un certain nombre d'opposants, mais c'était quand même des opposants très riches, j'appellerais ça des oligarques, si je puis dire en partie, qui s'étaient repliés à Beyrouth, au Liban, et qui commencent à rentrer. Donc déjà, c'est peut-être bon signe pour Bachar el-Assad. Et puis vous avez quand même un certain nombre de pays, je ne dis pas que ce sont les pays les plus importants en dehors de la Syrie, dans le monde occidental, mais vous avez la Suisse qui veut commencer à rouvrir son bureau de coopération, la Serbie, même si ce n'est pas un État fondamentalement important, qui va rouvrir son ambassade, et puis des pays comme l'Autriche, la Suède et l'Espagne, qui n'ont jamais fermé leur ambassade et qui commencent à renvoyer un certain nombre de leur personnel. Donc, c'est vrai qu'il y a un début de normalisation. On considère aujourd'hui qu'il n'est plus question de renverser Bachar el-Assad. Il faudra faire avec. Dans quelles conditions, ça sera déterminé. Mais enfin, ça ne sera pas forcément simple. Alors, on voit sur ces images les prisonniers sortir des geôles syriennes. On parle donc de cette amnistie générale. Bachar el-Assad a un mot à la bouche depuis sa réélection, c'est la réconciliation nationale. Christian Mallard, la guerre n'est pas finie tout de même. Non, pas du tout. Loin d'être finie. Réconciliation nationale, ça ne sera pas simple. Autant on peut dire que les chrétiens, par exemple, se sont sentis quand même protégés par Bachar el-Assad face à la menace islamiste, bien entendu. Mais quand on voit l'extension de cette menace islamiste, non seulement à l'intérieur de la Syrie, mais comme je le disais tout à l'heure, aux frontières avec la Syrie, et en particulier en Irak, où cela inquiète énormément l'Occident, les Américains et leurs autres partenaires, on se dit que la réconciliation nationale ne sera pas simple. Elle arrive peut-être tardivement. Il faudrait que M. Bachar el-Assad comprenne que pour sa crédibilité, mais ça c'est ce que disent une petite minorité d'Alaouites qui ont cette emprise sur le pouvoir depuis 43 ans, il faudrait de vraies élections présidentielles, de vraies élections parlementaires et puis une nouvelle constitution. Mais enfin là, je rêve peut-être à haute voix. Vous évoquez l'Irak, évidemment, c'est l'actualité brûlante du jour. L'Aile qui a conquis la deuxième ville du pays, Mossoul. Est-ce que c'est une réelle menace qui pourrait complètement bouleverser la Syrie, ces combattants de l'Aile? Oui, tout à fait. Parce que regardez, quand on voit la situation aujourd'hui, on voit bien ces djihadistes sunnites. On est en pleine guerre. Si vous voulez, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est un double camouflet à la fois pour les États-Unis qui se sont peut-être retirés trop tôt d'Irak, et puis surtout pour l'administration irakienne de M. al-Maliki, qui est l'allié de l'Iran, il faut dire. Donc il y a, pour l'instant, de la façon dont évolue la situation, il y a un double perdant. Les États-Unis d'un côté, et puis ce qui peut surprendre de l'autre, eh bien l'Iran, qui soutient ce régime al-Maliki, chiite, à majorité chiite, et donc on le voit bien,
avec en toile de fond cette guerre qui se poursuit, qui ne dit pas son nom, entre les sunnites d'un côté et les chiites de l'autre. Donc c'est vrai qu'il y a de quoi être inquiet quand on voit l'évolution de la situation sur le terrain et puis surtout le terrain que gagne très rapidement l'État islamique en Irak et au Levant, qui sont les islamistes radicaux les plus durs dans la région. Merci beaucoup, Christian Mallard, d'avoir été avec nous ce matin. Nous sommes le mercredi 11 juin, vous êtes sur i24 News. Voici les grands titres à la une de l'actualité. On l'a dit, le scénario catastrophe en Irak se poursuit ce matin encore après la chute de Mossoul, deuxième ville du pays tombée aux mains des djihadistes. L'offensive sans précédent de l'Aile s'étend. Ce sont désormais 6 secteurs de la province pétrolière de Kirkouk et 2 de la province de Salaheddine qui ont basculé dans le giron des islamistes. Au Nigeria, nouvel enlèvement massif de jeunes femmes. Boko Haram continue donc de sévir. Elle serait au moins 20 adolescentes enlevées samedi dans le nord-est du pays. En Israël, on fête son nouveau président. Retenez son nom, il s'appelle Reuven Rivlin, âgé de 75 ans. Il a été élu hier par une majorité de députés. Il doit prendre ses fonctions fin juillet. Enfin, à J-1, le monde se prépare à donner le coup d'envoi de la grande fête du foot à Melbourne, en Australie. Vous le voyez, on peut apercevoir cette montgolfière en statue du Christ de Rio. Et en Argentine, cet obélisque de Buenos Aires, illuminé aux couleurs du Brésil. De son côté, Dilma Rousseff a souhaité la bienvenue hier aux équipes et aux supporters du monde entier. Voilà, et on continue de parler à présent des développements de la région. On a évoqué il y a un instant la normalisation que souhaite amorcer Bachar al-Assad dans son pays. Autre signal fort, les dernières prises de position de son allié militaire, le Hezbollah. Il y a quelques jours, son chef Nasrallah souhaitait un cessez-le-feu en Syrie. L'inconvénient, c'est que désormais, le mouvement chiite pourrait se retourner vers son ennemi de toujours, à savoir Israël. On écoute vos explications à Maxime Pérez et on en parle juste après. Son appel a peu de chances d'être entendu, mais il représente un tournant. Pour la première fois, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, propose un cessez-le-feu en Syrie. Combattants, prenez le chemin de la réconciliation et du dialogue. Recherchez une issue politique et cessez les fusions de sang ainsi que les combats. Enfin stratège, le puissant chef du Hezbollah a attendu la victoire de celui dont il est devenu le protecteur, Bachar el-Assad, pour tendre la main à la rébellion syrienne. Principalement aux djihadistes, ceux qu'il surnomme les takfiristes. Cette volte-face du mouvement chiite n'est rien d'autre que l'annonce d'un retrait programmé de Syrie. Car depuis 3 ans qu'il combat aux côtés du régime, le bilan du Hezbollah est plus que mitigé. Des centaines d'hommes tués sur le champ de bataille, dont d'importants chefs militaires du mouvement chiite. D'abord enterrés dans la clandestinité, les martyrs du Hezbollah finissent par recevoir les honneurs. Mais le prestige du parti de Dieu vole en éclats dans un monde arabe majoritairement sunnite. Symbole de son immunité perdue, la vague d'attentats kamikazes qui a frappé Dahrieh, fief longtemps impénétrable du Hezbollah, au sud de Beyrouth. Mais l'image ternie du mouvement chiite ne doit rien enlever à la réalité du terrain. Aux côtés des forces d'Assad, le Hezbollah a remporté des batailles cruciales pour la survie du régime. Qousser, Kalamoun, Yabroud, autant de bastions de la rébellion reconquis par les combattants chiites. Ces victoires ont aussi permis au front de se stabiliser. De l'attaquer à Damas, Bachar el-Assad ne contrôle que 40% du territoire syrien. Mais ces zones ne devraient plus lui échapper. Le Hezbollah a donc rempli son rôle et ressortirait aguerri militairement de son expérience syrienne. Avec l'accord de l'Iran, un retour au Liban lui permettrait de se recentrer sur son principal objectif, la lutte armée contre Israël. Voilà, c'est un bilan peut-être mitigé pour le Hezbollah. D'une part, on l'a vu, affaibli par ce conflit en Syrie. D'autre part, reboosté par ce conflit syrien. Pour les experts israéliens, c'est une vraie menace. Ouais, c'est une vraie menace. On a vu les propos du chef de l'état-major israélien Benny Gantz il y a quelques jours qui a dit qu'il ne fallait pas, surtout pas même, sous-estimer la puissance du Hezbollah, l'une des plus importante de la région, peut-être la force arabe régionale la plus importante, même avec plus de 100 000 roquettes
pointé vers Israël. Et puis je vous renvoie aussi vers cet étonnant rapport des renseignements militaires israéliens qui est paru dans la revue militaire Marechot, qui signifie bataille en hébreu, et qui prend un petit peu à contre-pied tous les analyses qu'on a entendues ces derniers mois sur justement cet affaiblissement du Hezbollah. Mais ces analyses viennent aussi d'experts israéliens. Eh bien cette fois, les renseignements militaires israéliens disent tout simplement que, contrairement à ce que suggère son implication militaire en Syrie, le Hezbollah s'est renforcé militairement, en fait n'a jamais cessé son effort de guerre tourné vers Israël, avec évidemment ces transferts d'armes que l'on sait pour renforcer son arsenal, et qu'aujourd'hui il ambitionne bien plus qu'une guerre de missiles contre l'arrière-front israélien lors de cette fameuse troisième guerre du Liban qu'on évoque souvent ici. Ce qu'il planifie, ce sont des incursions terrestres au cœur du territoire israélien, dans les zones du nord du pays, de la Galilée. Il y a même un plan d'invasion de cette région nord, la Galilée, qui a été mis au point avec des assauts contre des stations radars, des aérodromes militaires de Tsahal, même contre les raffineries de Rafah. Alors on va reparler de la crédibilité de telles ambitions militaires, mais notons quand même que c'est un changement de paradigme par rapport à ce que... Alors, précisément, cette menace, elle prendrait quelle forme exactement, et à quel point est-ce que les Israéliens doivent s'en inquiéter ? Écoutez, étrangement, les responsables militaires israéliens s'inquiètent moins de la faisabilité de telles opérations commando que le fait même que le Hezbollah puisse les envisager sérieusement. Et comment l'expliquer ? Eh bien, on l'a vu dans le reportage, le Hezbollah peut-être a subi de lourdes pertes en Syrie, mais il a parallèlement recruté beaucoup de jeunes combattants parmi la population chiite libanaise et même au-delà. Il s'est renforcé à travers les batailles qu'il a menées aux côtés du régime en Syrie. Il est aujourd'hui capable de se muter en force supplétive. Et il y a 2 ans, je peux vous donner un exemple très concret, quand le Hezbollah a mené un tout premier exercice d'envergure simulant l'occupation de la Galilée en Israël, il y avait plus de 10 000 hommes mobilisés. L'état-major de Tsahal a ri. Aujourd'hui, cette hypothèse est prise très au sérieux par les responsables militaires israéliens. Alors voilà pour les menaces, les craintes israéliennes, mais parlons des capacités offensives et défensives de Tsahal. Elles continuent de s'améliorer ? Oui, alors des deux côtés, finalement, on améliore ses capacités. Du côté israélien, contrairement à ce que suggère d'ailleurs le discours officiel, qui dit toujours que la menace principale, c'est l'Iran, eh bien non. La priorité des Israéliens, de l'état-major de Tsahal, c'est le Hezbollah. C'est cette organisation qui justifie et détermine la plupart des exercices et des manœuvres menées par les unités d'infanterie israéliennes depuis des années. C'est ce qui mobilise depuis des années, jour et nuit, les renseignements militaires israéliens. Avec un exemple très concret, en 2006, il y avait une banque de données de 600 cibles qui représentait le Hezbollah. Aujourd'hui, il y en a plus de 10 000, donc c'est considérable. Évidemment, ça peut changer la phase de la guerre, l'objectif étant de raccourcir la durée d'une confrontation contre le Hezbollah. Et puis, évidemment, l'aviation aussi, à travers ces escadrilles de drones, à travers ces missiles de précision, peut aujourd'hui frapper 3 fois plus de cibles qu'en 2006. D'un côté comme de l'autre, on se prépare au prochain conflit. Merci Maxime Perez d'être venu nous en parler. À suivre dans le Morning. On parle des dernières inventions écolo du moment. Vous allez le voir, un distributeur de bière qui marche sans électricité notamment. On est de retour sur le plateau du Morning, 4e et dernière partie. Ce matin, on démarre par l'actualité sur Internet. Bonjour, on commence par le Nigeria et ce nouvel enlèvement, 20 jeunes femmes enlevées par Boko Haram. Oui, alors bien que ce nouvel enlèvement hier au Nigeria a remis finalement un petit peu le sujet sur le devant de la scène, les internautes, eux, ne cessent de faire pression avec leurs moyens, c'est-à-dire des tweets, des campagnes, pour que l'on n'oublie pas. Donc c'est désormais 220 femmes retenues. Je vous le disais, ce qui indigne profondément les internautes, c'est l'oubli progressif dans lequel tombent ces otages, loin de la mobilisation éclair du monde du spectacle, du monde de la politique. Il y a quelques semaines, vous vous en souvenez, avec le hashtag Bring Back Our Girl, eh bien c'est le sens de ce tweet d'Alphéos que vous voyez. Bonjour le monde, avez-vous oublié tout simplement? D'autres comme Luna comptent les jours, tous les jours, et nous rappellent que cela fait 57 jours que ces femmes sont aux mains de la secte Boko Haram. Au Nigeria aussi, la lumière est plus sur la Coupe du Monde qu'ailleurs. Le Nigeria est qualifié. Or là, Abdoul déplore la fièvre FIFA est partout, en oubliant les
filles de Chibok, c'est donc le nom de cette école de football utilisée par l'ONG Open Door Youth qui publie cette composition de l'équipe du Nigeria avec des joueurs barrés, symbole des 612 Nigérians chrétiens assassinés par Boko Haram en 2013 qui donc, à cause de leur foi, n'iront pas à la Coupe du Monde. Alors on voit une critique des médias, mais sur Internet, c'est surtout la critique directe du gouvernement nigérien qui n'en fait pas assez finalement. Oui, au Nigeria, notamment l'absence de réaction du gouvernement nigérien fait beaucoup réagir, comme le tweetos Akusi Kayode qui dit tout simplement que le kidnapping est devenu la norme au Nigeria, que le gouvernement a probablement déjà abandonné et pour lui, cela n'est pas acceptable. En réalité, le gouvernement est divisé entre ceux qui veulent combattre Boko Haram et ceux qui sont beaucoup plus cléments avec la secte islamique et au-delà de ça, il y a aussi un manque de moyens pour mener une vraie guerre. En tout cas, il y a une personnalité médiatique en France qui n'oublie pas ses filles et elle le fait savoir en étant très très active sur son compte Twitter. C'est l'ancienne compagne de François Hollande, Valérie Trierweiler. Elle tweete très très souvent et nous interroge par exemple, voilà, c'était hier soir, qui s'en préoccupe encore. Voilà, il tag indifférence. On part en France, justement, où une élection municipale a été invalidée à cause de Facebook. Oui, ça se passe près de Mulhouse, dans le village de Dannemarie. Et le verdict est tombé hier. La justice administrative a annulé la réélection du maire sortant. Il s'appelle Paul Mombart, à cause d'un message Facebook diffusé après la fin de la campagne officielle. Alors, dans ce tract en ligne, le maire sortant critiquait le coût du programme proposé par son concurrent. Et vous savez donc que 24 heures avant l'élection, la campagne officielle doit être terminée. Eh bien, ce message Facebook est sorti après. Le tribunal a donc considérer qu'un message Facebook, c'est l'équivalent légal d'un tract de campagne distribué. Voilà, et l'autre candidat ? L'autre candidat, il n'est pas forcément mauvais perdant en fait. C'est que on sait que l'élection en fait a été extrêmement serrée. C'est pour ça qu'il a porté plainte. Jugé plutôt au premier tour, les deux listes étaient à égalité parfaite avec 468 voix chacune. Et au deuxième tour, Paul Mombart a été réélu avec 17 voix de plus. Quand on sait que la publication a fait 16 likes, on a en droit de se demander si quelque part il y a un lien. Donc le maire se dit perplexe et c'est évidemment sur Facebook qu'il a réagi. Il s'est adressé à ses administrés. Il dit: nous revoterons donc à Dannemarie, que de temps perdu et d'énergie pour rien, dit-il. Donc affaire à suivre et donc élection à rejouer. Okay, bon, voilà, ça prendra pour tous les autres. On parle du mondial, évidemment, c'est demain, jeudi. Hein, il y aura une page spéciale Revue du Web. Tout le monde s'impatiente, le monde attend cette grande fête du foot et les images inondent déjà le web. Hein. Oui, alors là, c'est la petite vidéo buzz du jour. On la doit à l'équipe du Brésil. Alors, ça se passe lors d'un entraînement de la Seleção en vue du mondial, entraînement en public. Alors, un petit garçon s'introduit sur le terrain pour saluer ses idoles, alors qu'un garde de sécurité le fait sortir du terrain. La star Neymar du Brésil que vous voyez observe la scène. Il est là. Alors, il court aussitôt chercher le garçon. Voilà, et il l'amène sur le terrain. Et puis, en prime, vous allez voir, donc, au vu de tous et donc du garde qui a été désavoué, le petit garçon de 10 ans vient et il va avoir en prime avoir une séance photo avec ses idoles. Thiago Silva, David Luiz et Marcelo. Voilà, génial. Petite séance photo, belle image des footballeurs à 24 heures du début de la compétition. Une image qui fait du bien et qui fait le buzz. Et voilà, la petite photo du petit 10 ans avec ses plus grandes idoles du Brésil. Et il va s'en rappeler toute sa vie. Quelle chance pour ce petit garçon. Je suis sûre qu'il y en a plein d'autres qui rêveraient d'être à sa place. C'est peut-être les futurs champions du monde. Peut-être Rudy aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Je suis pas très Brésil. Ah, moi j'aurais bien aimé une petite photo avec l'équipe. Non, moi c'est les Diables Rouges. Franchement, pourquoi pas. Voilà, on tient avec les Belges, Virginie, il faut apprendre la leçon. Allez, on finit avec un mélange d'architecture et d'Internet. Oui, qui dit Internet dit les fameux GIFs animés ou les GIFs, prononcés comme vous voulez. C'est ces petites images très courtes animées que l'on partage beaucoup sur Internet. Eh bien, un jeune architecte qui s'appelle Alex De Stampa, il a eu l'idée sur son site One Week Project de donner vie grâce aux GIFs à des bâtiments existants, forts en architecture. Le résultat est assez saisissant. Alors regardez par exemple ce qu'il va faire au bâtiment de l'école de management de design de Essen en Allemagne. Il fait bouger les fenêtres et donne vie au bâtiment. Alors mon préféré là, c'est le suivant, c'est le Mirador Building à Madrid qui se transforme en jeu de briques. Voilà, c'est Tetris quoi. C'est Tetris, c'est un Tetris exactement. Il est animé cool. À la manière de Tetris. Même procédé avec le New Art Museum de New York qui bouge avant de prendre sa forme finale. Donc d'un cube, le cube bouge un peu et puis pour finir, il
il a fait danser l'Absolute Tower d'une des deux Absolute Towers d'Ontario au Canada en la faisant bouger. Voilà, c'est plutôt réussi. C'est pas mal, merci beaucoup Rudy. On continue de parler d'architecture. On parle de la 14e Biennale d'architecture qui a ouvert ses portes samedi dernier à Venise, évidemment. Elle se tiendra jusqu'au mois de novembre. Alors on y parle cette année d'architecture et de modernité. C'est ce qu'on vient de voir un petit peu seulement à Venise. Le mariage est sévèrement critiqué. Regardez ces explications en images signées par les équipes du Culture Mag. Top départ pour la Biennale d'architecture de Venise. Cette 14e édition a ouvert ses portes au grand public samedi. Cette année, elle durera 6 mois au lieu des 3 habituels. Il n'en fallait pas moins pour appréhender la thématique de cet événement. 100 ans d'architecture, 100 ans de modernité. Une thématique vaste qui pose de nombreuses questions. La modernité, selon que l'on soit architecte en Albanie, au Costa Rica ou au Bahreïn, ne signifie pas la même chose et n'a pas les mêmes implications, comme l'explique le néerlandais Rem Koolhaas, commissaire de cette biennale. Je me suis rendu compte que la modernisation a souvent été un procédé douloureux et que durant les 100 dernières années, d'une certaine manière, tous les pays ont dû se moderniser et ont été contraints de s'adapter à des conditions qui aujourd'hui sont celles qui dictent le monde. Cette année à Venise, 65 pays présentent leur vision de la modernité, dont 11 nouveaux, tels la Turquie, le Kenya ou encore la Côte d'Ivoire. À chacun sa façon de faire. Certains pays, comme l'Italie, considèrent que la modernité, c'est la technologie. D'autres, comme la Chine, retournent à leurs fondamentaux. Des fondamentaux qui rejoignent les préoccupations d'aujourd'hui. En fait, nos ancêtres étaient vraiment très concernés par l'écologie. Pas seulement à propos de la nature, mais aussi au sujet de la civilisation. Les fondamentaux de la Chine reposent sur la loi de la nature. Et cette fois-ci, c'est ce que nous avons voulu faire. Faire revivre ces fondamentaux ici, dans le pavillon chinois. Pour observer les 100 dernières années d'architecture de 1914 à 2014, le Chili s'est quant à lui plongé dans son histoire. Ce que présente le pays comme pièce centrale, c'est un mur. Ce mur qui se situe au milieu du pavillon est un original, produit par l'usine KPD en 1972 et qui est significatif car il a été signé dans le ciment encore frais par le président Salvador Allende le jour où il est venu inaugurer l'usine. Ce mur a été placé à l'entrée de l'usine comme un hommage de la relation entre le Chili et l'URSS. Parfait lieu de rencontre pour les passionnés d'architecture en marge des pavillons, cette biennale propose d'autres événements, de la danse, du cinéma, du théâtre et de la musique. Les visiteurs ont jusqu'au 23 novembre pour découvrir tout cela et se demander au juste si cela est moderne ou pas. Ce qui est moderne, c'est ce que vous allez nous présenter, Virginie, ce matin, c'est moderne et écolo. Attention, on parle d'un distributeur de bière. Exactement, et ce distributeur s'appelle eCool. C'est un distributeur de bière qu'il faut enterrer en fait dans son jardin pour réaliser des économies d'énergie. Il s'agit de bière enfouie 6 pieds sous terre, aussi fraîche que si elle sortait tout droit de votre frigo, avec une consommation d'énergie en moins. Alors c'est le pari que s'est lancé une équipe de jeunes entrepreneurs danois originaires d'une petite île du nord du Danemark. Pari réussi, ils ont créé eCool, un concept simple, enterré dans le sol d'un jardin, d'une terrasse, ce distributeur de 12 kg pour 113 cm de long et 30 cm de large et qui peut conserver, Barbara, jusqu'à 24 canettes au frais. Un système ingénieux et écolo, comme vous voyez sur ces images, un système qui évite l'utilisation de frigo et par conséquent, qui nous permet de faire des économies d'énergie parce qu'en effet, eCool est entièrement manuel. Le consommateur utilise une manivelle pour remonter sa canette à la surface. Un petit bijou qui sera vendu $349, soit environ 256 €. Rudy, si ça vous intéresse, pour boire de la bière fraîche. J'ai une question, pourquoi forcément des bières? C'est pour toutes les canettes? Pour toutes les canettes, mais à la base c'était un distributeur de bière. Parce qu'au Danemark, on aime la bière. Ah, c'est la Coupe du Monde, donc on va boire beaucoup de bière. Absolument. Rudy a raison. On va en mettre un juste là sur le sol. Pourtant, Barbara est belge, franchement, ça m'étonne. C'est vrai. Bon, alors vive la bière, vive le foot, vive les distributeurs sous terre. Et vive les bateaux solaires. Voilà, avec cette deuxième invention, on parle d'énergie et donc d'un bateau 100% solaire. Exactement, c'est un bateau qui fonctionne 100% grâce à de l'énergie solaire. Le catamaran suisse Turanor Planète Solar a fait escale à la marina nord d'Atalayoun, dans la ville de Nador, à l'est
l'ouest du Maroc. Cette escale fait partie de l'expédition 2014 du navire qui est parti le 10 avril dernier de Lorient, en France. Ce navire multimission visitera plusieurs villes méditerranéennes et se terminera dans la romantique ville de Venise, Barbara. Et pourquoi il est arrêté au Maroc? Alors, cette visite marocaine a été faite dans le but de promouvoir l'énergie solaire et elle veut en fait sensibiliser le public aux questions environnementales dans le royaume. Exactement. Le catamaran était donc à Rabat l'année dernière, avant sa traversée de l'Atlantique. Elle a effectué en 22 jours, ce qui lui a permis de battre son propre record mondial et de s'inscrire aussi dans le Guinness Book. Après le Maroc, Planer Solar poursuivra sa route vers Palma de Majorque, puis Monaco, où il servira de bateau hôte au jury de la première Solar One Monte Carlo Cup. Magnifique catamaran en tout cas. Hein. Très beau bateau. Merci. On parle du mondial, Virginie, avec une petite surprise. Eh bien oui, on parle du mondial et je vous ai prévu plusieurs surprises. Les Bleus sont au Brésil, les Portugais atterrissent aujourd'hui. En attendant de vous montrer les premières images, eh bien j'ai sélectionné pour vous, mesdames, et pour vous, Barbara, un extrait de leur entraînement à New York avec le beau gosse Cristiano Ronaldo, star de sélection qui s'est fait repérer pour son petit pas de danse sexy, bien qu'il ait été blessé et qu'il ait manqué ses 2 derniers matchs de préparation. Eh bien, il reste enthousiaste. Vous allez le voir sur ces images. Regardez. Alors voilà, pas mal, on est à fond dans le Brésil, franchement ouais, c'est pas mal et c'est pas le seul pas de danse qu'il nous avait fait puisque la star du mondial se trémousse depuis très longtemps sur le gazon. En 2011, lors d'un match de Liga, celui contre Malaga, il avait célébré un but en imitant la chorégraphie de Ai Se Tu Pego. Bref, je vous propose de regarder, ce sera plus simple. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada. Voilà la fête du Brésil, la fête du foot qui démarre demain. Exactement, et d'ailleurs on attendra le 16 juin prochain notre beau gosse face à l'Allemagne, Barbara. D'accord, il fallait le préciser. Rudy, comme ça, à votre avis, le petit chouchou des médias, ce sera quel joueur cette année qui va nous faire un petit pas de danse ou qui va récolter comme ça le plus de fans? Bah là, on a vu Neymar qui a été quand même plutôt sympa. J'ai l'impression que son nom revient quand même beaucoup. Oui, il a fondu en larmes en ce moment. Oui, il y a une vidéo aussi de lui où il fond en larmes devant un enfant handicapé. C'est quelqu'un finalement très proche de son public, donc peut-être les gens ont besoin de ce genre de joueur, contrairement à Cristiano Ronaldo qui, on le sait, a un ego surdimensionné. Donc et Neymar, c'est le petit beau gosse mais, sympa, quoi. Mais les Belges sont sympas, donc je pense que la sélection belge sera aussi. C'est parce que vous voulez me faire plaisir. Oui, vraiment. Et puis Neymar attire aussi grâce à ses coupes de cheveux, avant la plupart des joueurs. On termine en musique avec une vidéo insolite qui fait le buzz. Exactement, on va complètement changer d'univers. Il s'appelle Adrian Romov, il a 9 ans, il habite à Atlanta en Géorgie. Alors un surdoué puisqu'il est déjà en 4e et puis ce petit bout d'homme, eh bien, il est très agaçant ou complètement génial. Dans la vidéo que vous allez voir, il joue du synthétiseur dans l'émission America's Got Talent. Alors le jeune garçon a réussi à conquérir le public et le jury avec une interprétation plutôt insolite du Vol du Bourdon, œuvre du compositeur russe Nikolai Rimsky-Korsakov, un petit Mozart des temps modernes. C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. On l'écoute. On l'écoute tout de suite. Surprenant. Bravo. Merci beaucoup Virginie, merci beaucoup Rudy. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite de passer une très belle journée. N'oubliez pas, portez-vous bien. À demain.